Aujourd'hui, on va vous parler de Charles d'Angoulême, personnage haut en couleur. haut en couleur. Oui. Voilà, la dernière fois nous avons parlé de Louis-Antoine, duc d'Angoulême, qui était le fils de Charles X et qui lui-même, on peut supposer qu'il ait régné pendant 20 minutes lors de, lors de l'abdication de son père et c'est le temps de signer sa renonciation en faveur de son neveu, le duc de Bordeaux, qui deviendra Henri V, et après le comte de Chambord. Et là, nous allons parler d'un autre duc d'Angoulême. Alors celui-ci a aussi de mes ancêtres. C'est un prince de la Renaissance. Très bien, on peut donner les dates. On va donner les dates. Il est né au château de Fayet le 28 avril 1573. 1573. Il est le fils du roi Charles IX et de sa maîtresse Marie Touchet. Alors, ce qui est quand même extraordinaire dans cette histoire, parce que Charles aura un destin de roman. D'ailleurs, il sera, on verra plus tard, repris dans des romans. C'est un personnage, oui, c'est un personnage de roman, c'est un personnage d'opérette. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Charles IX, on le sait, très catholique, traditionnaliste, etc., mais contre les protestants. Mais Marie Touchet, elle, est protestante. Ah, comme quoi en amour, tout est possible. Alors, à sa naissance, il est titré comte d'Auvergne, comte de Ponthieu, il est pair de France, prieur de la langue française, et il est élevé à la cour de France, où il jouit des faveurs de son oncle Henri III. Henri III aimait énormément son neveu. Il le trouvait subtil, fidèle. Et il l'aurait bien aimé, il a essayé à ce que son neveu soit son successeur. Mais ça, il n'y est pas arrivé, car étant né d'un hors-mariage, illégitime. Et Henri III n'a pas pu. Mais il l'a beaucoup regretté. Et Charles pleurera beaucoup son oncle. Son oncle était très gentil pour lui et il aimait beaucoup son oncle. Alors à l'époque, il n'y avait pas de différence. Bâtard ou pas, vous étiez élevés tous ensemble. Voilà. Cette tradition, quelque sorte, cette tradition va perdurer longtemps. Voilà, tout à fait. Donc on le verra avec Henri IV, où enfants naturels et enfants légitimes sont élevés en France. Donc lui, il est élevé avec d'autres princes. Il n'y a aucun problème. Tout le monde cohabite et il n'y a pas de problème d'ego. En 1584, il est pourvu en commande de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, puis il est nommé abbé commendataire de la Chaise-Dieu. Sans être clair. Ça, c'était uniquement pour récupérer l'argent. Donc il faut rappeler que la commande, c'est la pragmatique sanction qui a permis au roi de France de s'approprier les nominations aux abbayes. Voilà, oui. Et des fois, abbé laïque. Et même des fois aux évêchés. Oui, c'est vrai, oui. Donc, dans ces abbayes commendataires, il y avait un prieur conventuel qui remplaçait l'abbé. Oui. Et l'amance monastique ne suffisait peu à faire vivre réellement le monastère, parce que le plus gros de l'argent allait au prince. Ah oui. Bien sûr. C'est ce qui leur faisait des revenus, et c'est pour ça qu'on les nommait... et c'est pour ça aussi que les prêtres, je dirais pas laïcs, mais les prêtres séculiers en France, on les appelle Monsieur l'abbé. Oui. Parce que l'abbé, normalement, c'est la loge supérieure d'un monastère. Exactement. Donc, on se rappelle, le bon peuple français se rappelle de l'usurpation de ces clercs qui ont le don de recueillement. Oui, tout à fait. Eh bien, notre Charles hérite de sa grand-mère, la reine Catherine de Médicis. Quand elle rend son âme à Dieu, c'est là qu'il hérite du comté d'Auvergne, du comté de Clermont, de l'Oraget,
de Carcassonne, et évidemment ses revenus là deviennent importants. En 1589, il accompagne son oncle Henri III au siège de Paris. Le 2 août, au château de Saint-Cloud, il assistera à l'agonie du roi. Il sera à ses côtés quand Henri III va décéder. Il sera un des premiers, malgré tout, à reconnaître Henri IV comme roi. Bien qu'il soit protestant, enfin qu'il a renié la foi protestante et la foi catholique 2 fois, mais malgré tout, il reconnaît que Henri IV est le seul légitime par rapport à la généalogie régalienne française. Alors Charles épouse Charlotte de Montmorency, donc la grande famille des Montmorency, descendante de Anne de Montmorency, le grand connétable de France, ami de François Ier. Cette Charlotte qui est comtesse de Flex, donc il y a aussi des apanages qui vont venir grossir encore la fortune de Charles. Alors il l'épouse en 1591, puis il est à la bataille d'Arques, à celle d'Ivry, où il se distingue. Donc on voit que là, effectivement, il est avec Henri IV. Il n'y a aucun problème. Donc Henri IV le considère, lui le reconnaît, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce que sa demi-sœur, Catherine d'Entragues, donc qui est la fille de Marie Touchet et du comte d'Entragues, avait ourdi un complot parce que Henri IV n'a pas tenu sa parole. Henri IV lui avait dit que si son fils, qu'elle attendait, naissait avant le dauphin, c'est lui qui monterait sur le trône et il la marierait. Évidemment, il n'a pas tenu parole, il a répudié la fameuse reine Margot, il a épousé Marie de Médicis qui lui a donné le futur Louis XIII. Donc, pour se venger, notre Catherine a entraîné Charles dans une conspiration. Mais ça va mal se passer. Il est emprisonné à la Bastille en 1604 et il est condamné à avoir la tête tranchée. Aïe. Donc on ne rigolait pas avec les crimes de lèse-majesté, ça allait très loin. Bien sûr. Henri IV, malgré tout, ne veut pas que le sang de France soit versé, donc il commue la peine en prison perpétuelle. Alors on sait très bien aujourd'hui que quand on a un emprisonnement à perpétuité, on fait que quelques années, mais à l'époque c'était déjà pareil. Il recouvre sa liberté en 1616 grâce à l'entraînement de la reine mère, puisque là maintenant elle est reine mère, Marie de Médicis, puisque c'est Louis XIII qui est au pouvoir. Il combat vaillamment en Languedoc, en Allemagne, en Lorraine, donc il est à nouveau sur le devant de la scène politique et au niveau des armées. Donc il est vraiment rentré en grâce et il ne variera pas après, hein, il restera fidèle à Louis XIII. Il hérite en 1619 de sa tante, Diane de France, alors qui était la fille naturelle d'Henri II et de Philippe Adouchy. Et cette tante, Diane, n'avait pas d'enfant, donc elle a reporté son affection sur son neveu, alors son demi-neveu, bien sûr, mais qui lui-même était demi de son père. Donc, ça fait beaucoup de demi, mais si on les met tous ensemble, on arrive à faire une famille. Deux moitiés font une entière. Voilà. Et voilà, elle a reporté toute son affection sur notre Charles, et c'est elle qui lui offre le duché d'Angoulême. Et c'est ce qui restera. C'est sous ce vocable qu'on le connaît, sous ce titre qu'il est rentré dans l'histoire.
Et c'est à partir de là où il commence vraiment à s'assagir et à être bien fidèle au roi. Alors il hérite donc du duché d'Angoulême et de son hôtel particulier à Paris, qui n'est pas négligeable. Il est présent au siège de Clairac et à celui de Montauban comme colonel général de la cavalerie légère de France. Il est général de l'armée au siège de La Rochelle. On voit vraiment qu'il a repris corps dans l'armée. C'est un homme brave, aimable, spirituel, joyeux, mais avec un naturel intrigant. Il est brouillon et surtout, il est dépensier. Ça, mais c'est un peu le sort des princes, d'être dépensier. Les historiettes de Gédéon Lallemand, d'Héréo, comptent de nombreuses anecdotes à son sujet. Donc déjà à l'époque, il est reconnu comme un personnage énigmatique, c'est un personnage de roman, c'est un personnage qui n'a pas une vie toute tracée. Il aime se battre, il aime malgré tous les complots, etc. C'est un personnage fort et haut en couleur. Il a 3 enfants de son mariage avec Charlotte de Montmorency, Henri, le premier, qui sera enfermé pour démence pendant 50 ans. Donc, le titre à sa mort passera à son 2e fils, Louis-Emmanuel, qui deviendra duc d'Angoulême, et il aura un 3e fils, François, qui entrera dans les ordres. Il a 2 filles naturelles, Marie et Anne qui est religieuse. À la mort de sa première épouse, il se remarie avec Françoise de Narbonne, mais il n'a pas de descendance. Il est inhumé en l'église des Minimes à Paris. On conserve de lui des mémoires sur les reines d'Henri III et d'Henri IV. Donc ça, très honnêtement, je vais essayer de les retrouver parce que ça m'intéresse énormément. Je pense qu'on doit pouvoir apprendre des choses fabuleuses. Au 19e siècle, dans ces énormes folios sur les mémoires, les chroniques de France. Alors ça, j'aimerais bien qu'on les retrouve parce que ça... Il faut une bibliothèque nationale. Oui, sûrement, oui. Sûr, vous le trouvez dans ces grandes chroniques. C'est ça, oui. Ça doit être très intéressant. Son gisant se trouve dans un pavillon moderne édifié dans la cour de l'hôtel d'Angoulême-Lamoignon. Alors ça, évidemment, c'est dans le Marais, bien sûr, comme tous ces grands hôtels de la Renaissance, qui est aujourd'hui la bibliothèque historique de la ville de Paris. Ah, d'accord. Voilà. Donc, alors, notre personnage est un personnage de fiction. Et il a beaucoup intéressé le romancier Michel Zévaco. Et on trouve dans les romans de Zévaco le personnage de Charles d'Angoulême. Alors on le découvre dans la série des Pardaillans, où la Zévaco joue un peu avec l'histoire. Il le met contre son oncle Henri III, ce qui est faux, parce qu'il a toujours été très fidèle à son oncle et très proche de lui. Mais bon, ça c'est pour les besoins de l'intrigue, on invente... on peut chiffonner la robe de l'histoire à condition de lui en donner une plus belle, comme disait Alexandre Dumas. Donc, Zévaco, dans les Pardaillans, s'est un peu arrangé avec l'histoire. Donc, évidemment, ces romans, qui sont La Fausta et Fausta vaincue, sont des films aussi qui, dans les années 60, font énormément de succès, notamment avec un comédien qui était excellent dans tous ces films de KPDP, qui était Gérard Barret. Ah oui. Et ces films auront beaucoup de succès. Il y aura aussi Jean Topard dedans. Enfin bon, il y a une distribution magnifique. Et effectivement, ces films ont beaucoup de succès. Et
le duc d'Angoulême est interprété par Francis Lemaire. Donc ils en font un jeune premier, Oui. mais un peu fantaisiste, avec de la légèreté. Voilà. Dans Le Capitan, c'est tout à fait différent. Là, d'abord, il est plus âgé, et on en fait un personnage qui lutte contre Louis XIII pour récupérer le trône de France. Ouais. En partant du principe que Louis XIII, en fin de compte, n'est pas dynasте, puisque son père était protestant. Enfin bon, on en revient toujours à ces querelles au niveau de la religion. Et là, dans Le Capitan, c'est un homme très digne, mais qui espère reprendre le trône de ses ancêtres, au détriment de Louis XIII, et à la fin, bien sûr, il devient fidèle à Louis XIII. Donc ce qui est beaucoup plus logique et proche de l'histoire. En revanche, dans le Capitan, on lui crée une liaison avec une certaine Violetta, qui est comment dire, un peu une cartomancienne, etc. Bohémienne, Voilà, bohémienne, etc. Et il en a une fille, Gisèle. Alors ça, je ne sais pas où il était allé trouver ça, s'il l'a inventé ou s'il a trouvé ça dans ses nombreuses aventures extra-conjugales, je n'en sais rien. Mais voilà, on le retrouve avec une fille, Gisèle, qui, à la fin, évidemment, happy end, faisant foi, épousera le Capitan. Voilà. Voilà, comme quoi c'est un personnage qui a quand même beaucoup intéressé les auteurs de romans, et dans les films, on voit que le personnage ne laisse pas insensible et a du poids. Voilà, c'est un personnage pour moi qui a une vie vraiment très intéressante et vraiment folle, quoi. C'est un homme qui a vécu. C'est pas un prince mou, c'est pas un prince lent. C'est un gars qui est allé, quoi, aussi bien à la joute verbale qu'à la joute épéiste, quoi. Je veux dire, il a fait la guerre, il a eu des maîtresses, il est allé en prison. Il a été emprisonné. Hein, voilà, pendant des années. C'est et puis, incroyable. Il est gracié, et il a failli avoir la tête tranchée. Enfin bon, c'est quand même un personnage hors du commun. Hors du commun, bien sûr. Bien sûr. Voilà ce qu'on peut dire de ce duc d'Angoulême que j'aime beaucoup. Voilà, ça fait partie des ancêtres que j'aime beaucoup et qui m'a toujours intéressé tout petit. J'étais très intéressé par ce personnage parce que je le trouvais haut en couleur, justement. Il est vraiment haut en couleur. Eh ben, merci. Mais merci à vous. Hein, la prochaine fois, on parlera de qui? Quel personnage historique? Peut-être un autre de mes ancêtres qui lui aussi a une vie alors de bâton de chaise, trépidante et, aux multiples rebondissements. C'est le dernier Stuart, Bonnie Prince Charlie. Voilà, qui est un personnage aussi. Mais son frère aussi est un personnage. Son frère aussi, oui, absolument. Il sera lui le dernier véritablement des Stuart. Oui. Mais il mourra sous la pourpre romaine. Exactement. Enterré à Rome. Et Charles, encore un Charles, sera lui aussi enterré à Rome. Donc voilà un personnage, je pense, qui mérite qu'on s'y intéresse de plus près. Et voilà, pour tout s'intéresser, c'est de voir des personnages qui sont comme ça, un peu hors du commun, voilà. Bien sûr. C'est pas de repasser toujours les mêmes, les rois, Louis XIV, Henri IV, oui, bien sûr, mais il y a d'autres personnages qui méritent qu'on les mette au devant de la scène, et puis qu'on réhabilite aussi. C'est ce que j'ai essayé de faire la dernière fois avec Louis XIX. Là, avec Charles, voilà, c'est des personnages, je pense, qui ont besoin qu'on les remette sur le devant de l'histoire.